Y a pas de vampire cette semaine, mais y a quand même des œuvres avec du mordant. Y a de la pépite, mes petits geekouniou. Alors on se pose, et c'est parti pour supplément de chill. Coucou mes petits geeks et mes petites geekettes, j'espère que vous êtes prêts parce que là j'ai de quoi allonger la liste de vos lectures. C'est sûrement la meilleure semaine depuis le début de ce format. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre maintenant dans l'instant, là dans le moment de la minute. Et donc par quoi j'ouvre le bal ? Eh bah allez, par un de mes mangas préférés, Mieruko-chan Slice of Horror. J'ai lu le 11e tome paru le 30 janvier 2026 chez Ototo de Tomoki Izumi. J'aime trop ce manga parce qu'il change vraiment. Le pitch, pour ceux qui découvrent. Miko est une jeune étudiante ordinaire, discrète, un peu timide et réservée, et elle découvre qu'elle peut voir des choses. Pour le moins étranges, ces choses. Comme des gens, sans yeux, difformes, très sombres, qui semblent sortir directement des pires films d'horreur. Et ces choses qu'elle voit, elle est la seule à les voir, elle n'en a parlé à absolument personne. D'ailleurs, sa meilleure amie, Anna, est totalement l'inverse de Miko. Ultra lumineuse, toujours en train de manger, elle parle, elle est animée par une passion pour les lampes d'Arabit, une sorte de laboubou quoi, et elle est là mais complètement de façon innocente, et elle se doute absolument pas de ce qui se passe devant les yeux de Miko. Et Miko, au lieu de combattre ces monstres, ou de les comprendre, ou d'entreprendre un quelconque début d'aventure, elle va les ignorer. Même quand ils sont à 5 cm de son visage, elle va faire comme si elle les voyait pas. Ce qui va donner des situations rocambolesques, et elle essaye de ne pas perdre la face. Donc ce qui pourrait être un récit ultra horrifique devient un manga tranche de vie, mêlant le comique à l'horreur, et c'est très habilement fait. Là c'est le 11e tome, donc on est bien avancé, il y a pas mal de personnages qui ont fait leur apparition, et bon il y a quand même une sorte d'aventure finalement. Miko a des compagnons, dont une qui lui faisait peur, et qui est maintenant une amie, et dans cet épisode, elle va devoir protéger ses proches. C'est les vacances d'hiver, donc les sorties entre amis sont de mise, et quelques scènes dans le métro ou dans un karaoké font bien monter la tension. On introduit ici un nouveau personnage, lié à l'enquête que mène Rome, un autre qui peut voir ses entités et qui s'est rapproché de Miko, et il ne nous laisse pas indifférent ce nouveau monsieur Seto, et surtout, ça relance super bien l'intrigue, qui devrait être assez cool dans les prochains tomes. Seul truc un peu chiant, je dois le mentionner, c'est qu'il y a que 2 tomes par an. Voilà. Donc quand on aime autant que moi cette série, devoir attendre 6 mois pour lire la suite, c'est frustrant. Mais ça vaut le coup. C'est vraiment trop bien, les personnages sont ultra différents mais attachants à leur manière. Les situations sont effrayantes mais aussi très drôles, et c'est de plus en plus beau. On a vu Tomoki Izumi prendre en maturité sur ce manga, qui est le seul à ma connaissance dans sa carrière. Au cas où, il y a une saison en animé de 12 épisodes sur Crunchyroll depuis 2021, pas d'annonce pour une saison 2 pour le moment, et l'année dernière, un live action au Japon est sorti également. Bref, Mieruko-chan, c'est tout ce que j'aime, un mélange de slice of life et de trucs pas beaux, de rire et d'effroi, je ne peux que vous conseiller d'y jeter un œil. On passe des fantômes aux robots avec Smoke, un drôle de projet, celui de Oh Great, dont j'ai déjà parlé avec Keijing Fugeki. Là il a sorti le 30 janvier une BD, et oui, un format de style franco-belge, quand même édité par Kana. D'ailleurs, si j'ai bien compris, ce projet a vu le jour grâce à Kana. C'est pas une licence importée du Japon, c'était vraiment la volonté d'Ito Ogure, donc le vrai nom de Oh Great, de faire une bande dessinée. Et Kana, c'est une filiale de Dargo, donc ça explique qu'il puisse accompagner en format BD franco-belge pour vulgariser la chose, quoi. Contrairement au manga, qui veut littéralement dire quelque chose comme dessin dérisoire, enfin chez nous, parce que le terme manga au Japon, c'est le même qu'on utilise pour les comics, les BD en vrai, je vais vous perdre, donc je vais pas aller plus loin. Bref, contrairement au manga, qui est la plupart du temps en noir et blanc, là c'est de la BD, donc comme la BD c'est la plupart du temps en couleur, Oh Great a décidé de s'en donner à cœur joie, et de faire un max de zèle pour nous offrir une œuvre ultra aboutie. Si le manga est en noir et blanc, c'est parce que les délais sont ultra courts entre chaque parution, donc là, il n'y avait pas ce détail pour l'encombrer, et s'il y a bien quelque chose qui définit ces planches, c'est la quantité de détails qu'il arrive à mettre dans ses dessins. Sauf qu'en manga, petit format quoi. Et en noir et blanc du coup, je le mentionnais la semaine dernière, les cases peuvent sembler difficiles à lire. Là, non, c'est grand, c'est en couleur, il a pu nous donner tout son potentiel, et franchement c'est vertigineux tellement il est doué. En gros, on est dans un futur futuriste, et tout est basé sur l'optimisation individuelle. On ne pense plus vraiment, on n'a plus d'émotions, ou alors très basique,
et l'empathie n'existe plus. En fait, on est entouré par des IA qui détectent quand on en fait preuve. T'as une émotion? Tu veux rendre service ou faire plaisir à quelqu'un d'autre que toi-même? C'est un trouble psychique, ça? Une drôle de pathologie? Attends, on va te soigner, je vais te sortir le cerveau et arranger tout ça en te modifiant drastiquement pour que tu sois plus vraiment humain. Ah, bah voilà. Maintenant, peut-être que tu ne vas penser qu'à toi, comme une personne normale. Bon. Et dans ce monde, on suit deux personnes. Un petit robot navigateur qui a la forme d'un Shoshinobake, donc une lanterne qui tire la langue. Un yokai, un esprit japonais assez commun, quoi, qui, avant d'avoir cette forme, était un enfant dans le système précédemment décrit. Et ce petit robot, il voyage avec un livreur, un peu marginal, qu'il va lui-même surnommer Smoke, parce que monsieur y fume, et ils vont se rendre dans un lieu interdit, en traversant des paysages phénoménaux. Visuellement, c'est une tuerie. On commence dans un centre ultra aseptisé, avec des robots, des machines, des hommes qui forniquent. Je le précise, ne le mettez pas dans les mains des enfants. Il y a du tété. Puis on découvre la nature. Il y a des robots avec des formes tellement diverses, un petit côté body horror qui n'est pas pour me déplaire, une atmosphère folle. Vraiment, la nature est très très belle, verdoyante, plein de couleurs, un petit peu brumeuse, c'est ultra stylé. Et les robots au milieu de tout ça, ça apporte quelque chose de tellement différent, quelque chose de contrasté. J'adore, je trouve ça trop cool. Et l'histoire, pareil, pas lourde, mais super efficace. On ne peut que valider, c'est juste incroyable, un univers dystopique qui sonne un peu comme le meilleur des mondes, en tout cas dans son début. On ne peut que valider cette lecture. On passe à la suite avec Onera, l'ère des souverains, un manga français, et un peu italien quand même, de Cab et Federica Di Meo, publié chez Kana, encore, et dispo lui aussi depuis le 30 janvier. J'ai pas fait exprès, faut croire que on a eu de belles choses attrayantes, ce 30 janvier. Alors oui, c'est un tome 1, mais c'est aussi un peu un tome 5, parce qu'on avait déjà le très cool Onera, l'enfant cauchemar, qui était sorti entre juin 2022 et novembre 2023. 4 tomes donc, et on y suivait Aran, ou la croque-mitaine, c'est son petit surnom d'amour, qui faisait partie d'une caste, les épères, une sorte d'armée d'élite, fondée par le Saint-Siège, et ils avaient pour mission d'affronter les cauchemars, des sortes de monstres sortis de nos esprits malades et qui ont pris vie. Et Aran, au milieu de tout ça, elle a aussi un rôle important à jouer, celui d'éduquer son enfant, enfin son adolescente, Vénus, qui elle n'a qu'une envie, partir sur les routes avec sa mère pour vivre des aventures. Heureusement pour épauler Aran, il y a Bastion, une sorte de combattant tuteur, qui garde un œil bienveillant sur notre jeune demoiselle qui pourrait bien avoir des capacités particulières. Bon, ces 4 premiers tomes, c'est une sorte de préquel. Mais c'était hyper complet et complexe, avec à la fin des bouquins des cartes, des notes, et même une nouvelle de Bart Tolmay. D'ailleurs, je me souviens, avec le premier tome, il y avait une bande-son, dispo via QR code, et on pouvait lire avec la musique pensée pour l'histoire, c'était hyper stylé. Là on commence un nouvel arc, Aran et Vénus sont toujours le centre de l'histoire, toujours suivis par Bastion, la nounou balèze, et pas mal de nouveaux visages font leur apparition, dont un certain Alistair, qui est tout bonnement un trou du cul qu'on veut éclater sans vergogne, pour dire les choses poliment. Pardon maman, je sais que t'écoutes. Et un autre, plus sympa, sûr de lui, il est même sur la couverture, Ovid, qui va pouvoir guider Vénus dans sa quête de compréhension et de maîtrise de ses pouvoirs. Il y a du complot, il y a de la bestiole, il y a des épères qui disparaissent, et surtout, c'est toujours aussi fourni. L'histoire est prenante, et visuellement aussi c'est ultra stylé, mais ça dès le premier Onera, c'était déjà le cas avant, une sorte de The Witcher qui se serait accouplé avec Claymore, et je dois dire que c'est ce qui m'avait poussé à prendre le premier en 2022. Les couves aussi sont superbes, faut le mentionner, avec un petit effet brillant, doré ou argenté, de belles couleurs. Là sur ce tome c'est très Lakers vibe. On peut la retourner aussi celle-ci, il y a une couve alternative de Renaud Lemaire de l'autre côté. Bref, c'est vraiment trop cool Onera, et on sent que c'est ultra réfléchi. Cab et Federica ont dû user un nombre de post-it phénoménal pour arriver à mettre en place cet univers, et qu'il reste lisible et compréhensible, tout en étant aussi fourni. Et ce qui est cool, c'est que ce nouvel arc est pensé pour que les nouveaux lecteurs puissent rentrer dedans, même sans avoir lu le premier cycle, donc vous n'avez aucune excuse. On passe à du comics avec Le Fait de Marcel Dupuis et Joshua Metzger, dessiné par Miguel Ángel Ruiz chez Réflexion Édition, et c'est assez récent aussi,
puisque c'est sorti le 9 janvier 2026. C'est du comics indé US, initialement publié par Evoluzione, je sais pas comment on le dit, Evoluzione Publishing. Nos deux scénaristes sont américains, mais au dessin, Miguel et espagnol. Le fait, c'est l'histoire de la fée Morgane, version arthurien modernisée, puisque le récit se passe de nos jours. Et la petite Morgane, elle a plus de pouvoir, parce que son cher amant, Merlin, les lui a enlevés après qu'elle ait pété un câblasse 1500 ans plus tôt. D'ailleurs, elle a fait une sieste pendant tout ce temps, et c'est la triple lune qui l'en a sorti, à savoir 3 sorcières. Jenny Greenteeth, sorcière malfaisante, Agnès la Noire, maîtresse de la magie du sang, et Tilly Baldry, sorcière crapaud. Bon, elles avaient en tête de faire de Morgane le fait, leur toutou enquêtrice, en lui promettant qu'après 13 ans à leur service, elle lui rendrait ses pouvoirs. Et là, justement, on est 9 ans après son réveil, la triple lune lui demande de se charger d'une affaire d'homicide, puisque la nièce et le mari de la sorcière crapaud ont été tués, alors que visiblement, ils étaient sans problème et plutôt discrets. Avec son compagnon, Billy le Gobelin, elle va alors tirer le fil d'une affaire qui aura une bien plus grande ampleur et sera assez dangereuse. Franchement, c'est super bien foutu. Morgane a un air de Jessica Jones, une enquêtrice qui se fout, en apparence, du regard des autres. Elle est grunge, avec un vrai caractère, et elle fonce. Niveau design, c'est très propre. Le côté légende du roi Arthur, à notre époque, sans Arthur, mais avec tout le reste, ça marche à fond, les personnages sont très stylés, on retrouve pas mal de créatures légendaires, le récit tourne autour de ça même, et elles sont toutes très cool. La créature centrale a un côté Lovecraftien qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. À noter, Morgane, elle n'est pas comme on peut l'imaginer, à tort, parce qu'on a trop l'habitude que ce soit le cas, mais là elle a un physique plus vrai, moins calibré super-héros. Ça change, et ça lui va trop bien. Ça a été une super lecture qui se termine par une fin ouverte. Dans ce bouquin, on a les issues 1 à 5, et je sais que le 6e est sorti aux US. Est-ce que ça ira plus loin en VO? Est-ce qu'on aura la suite en VF? Ça, je sais pas. Et comme le projet est en crowdfunding, rien n'est certain au moment où je vous parle, mais ça vaut le coup d'aller jeter un œil également. C'est très très beau et c'est très très bien écrit. Et je vais finir avec L'Anneau de Giges, le tome 4, un manga sorti chez Kiyun le 8 janvier. Finalement, on n'aura eu que du récent dans cet épisode, et c'est une œuvre de Takahiro Kato. Les 3 premiers tomes m'avaient déjà convaincu, donc c'est tout naturellement que j'ai poursuivi ma lecture, et on est clairement monté d'un cran dans l'action avec ce 4e. Dans ce manga, on est avec Takeru, un homme mature, mangaka, qui a connu par le passé un succès, mais qui peine à renouer avec. Aujourd'hui, il travaille avec un jeune artiste, qui le tient en grande estime, Yu, qui lui aussi veut être publié et devenir reconnu dans le milieu. Jusqu'ici, une histoire de mangaka un peu frustrés, qui font des histoires de justiciers, rien de bien extraordinaire. Mais un soir, Takeru, qui est en panne d'inspi, va dans un sanctuaire et fait une prière pour que son éditeur, avec qui il a des déconvenus, disparaisse. Lors d'une rencontre avec ce fameux éditeur, Monsieur Nakamura, ils vont avoir une confrontation, et là, tout bascule. L'éditeur va se faire tuer, et Takeru se rend compte qu'il peut le faire disparaître. Quand je dis disparaître, je dis rendre le corps invisible. Il vient de se passer l'inverse de ce qu'il écrit d'habitude. Et à côté, le petit Yu, lui aussi, fait une prière. Pas de faire disparaître son éditeur, mais il se sent tellement nul qu'il veut lui-même s'effacer. Et oh bah tiens, il va pouvoir devenir lui-même invisible. Incroyable, dis donc. Tout ça, ça va donner des idées à nos 2 auteurs, et ils vont pouvoir écrire le manga Invisible Man Zero, directement inspiré de leurs aventures. Mais est-ce que tout va se dérouler comme ils l'espéraient? Bah non, évidemment, sinon, ce serait nul. Dans le tome 4, on parle aussi d'autres utilisateurs du pouvoir, Kinta, un yakuza peu scrupuleux, et l'inspecteur Jinai, qui prend une place assez énorme et dérangeante ici. On a un beau passage sur un bateau qui va marquer le début d'un cauchemar, peut-être un peu mérité. Je n'en dis pas plus. Si vous aimez les seinen avec des intrigues bien what the fuck, matures, très bien mises en image, c'est pour vous. Ça rappelle un peu le travail de Tetsuya Tsutsui dans l'ambiance et dans le dessin. J'aime beaucoup, si vous me connaissez, vous savez que j'adore. Le titre porte très bien son nom. Petit point histoire, enfin, mythe. Je fais un Patrick Botime, quoi. Dans ce que raconte Platon, dans La République, Giges trouve un anneau qui lui permet de se rendre invisible. Il va s'en servir pour faire des trucs pas toujours très corrects, comme séduire une reine et tuer le roi pour prendre sa place. C'est une question morale qu'il nous a posée en nous demandant si tu pouvais faire n'importe quoi sans être découvert, resterais-tu juste? Autrement dit, est-ce qu'on est moral par conviction ou par peur des conséquences? Fin du
Patrick Beau Time. Le titre est déjà terminé au Japon en 7 tomes, et on devrait avoir la suite en VF à partir du mois d'avril si tout va bien. Pas de visionnage cette semaine, enfin rien qui soit marquant, et comme je vous l'avais dit, j'ai revu une deuxième fois Tengoku Daimakyo, avec madame ce coup-ci, et c'était tout aussi bien que la première fois, je vais pas me répéter. On passe donc à la mention spéciale de la semaine, qui va au très très cool, très très beau, très très bien construit, Onera. J'ai très hâte de lire la suite, de découvrir tout le potentiel de Vénus, de voir dans quelle galère va se fourrer Aran, et surtout d'arriver aux confrontations que ça promet ici, et si c'est comme dans le premier arc, ça devrait être grandiose. On peut dire que dans les mangas français, il y a vraiment des trucs incroyables, hein, et Onera en fait clairement partie. L'univers est foisonnant, original, assez sombre. C'est une bonne histoire de dark fantasy, parfois c'est plus léger, ça nous laisse respirer un petit peu, puis d'un coup on perd son souffle pour aller vers des événements catastrophiques. J'adore. Et le coup de cœur, avant même de le lire, je savais qu'il serait là. Hein. Smoke, c'est trop beau, c'est travaillé d'une manière si efficace, les planches sont toutes plus dingues les unes que les autres, et l'histoire c'est un voyage au figuré comme au sens propre. C'est un projet qui a mis énormément de temps à voir le jour, d'autant que la publication de ses autres séries se faisait en parallèle au Japon, à notre cher Oh Great. C'est un pur mélange de SF à la Blade Runner et de mythes japonais traditionnels, enfin de folklore, avec les yokai. En vrai, je pense que si Spielberg, Cameron, Lucas et Cronenberg s'alliaient pour faire une histoire, ce serait celle-ci. Sauf que c'est sorti de l'imagination et des crayons d'un seul homme, Oh Great, qui n'avait pas besoin de nous confirmer son talent, mais là, il va même plus loin que ça finalement, et nous montre qu'il peut faire de la magie. Smoke, c'est phénoménal, c'est incroyable, je vous le conseille. Voilà mes petits geeks news, on en a fini pour cette semaine. On se retrouve mercredi prochain avec un invité. Voilà là, phénoménal. Vous savez pas à quel point je suis trop content d'avoir eu ce mec, il est trop sympa. On a passé vraiment un moment de fou. Vous le découvrirez mercredi prochain. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est auteur, dessinateur de bandes dessinées et de comics. Et ça va être trop cool à écouter, donc mercredi prochain, soyez au rendez-vous. On se retrouve aussi dimanche de la semaine prochaine pour un prochain supplément de chill avec toutes mes lectures et visionnages. En attendant, vous pouvez mettre 5 étoiles, c'est toujours très 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 sympa, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer à faire des podcasts. Merci mes petits geekounews, à très bientôt, gros bisous. Hasta la vista, baby.